Pedro, humoriste, metteur en scène, scénariste, producteur de spectacles. Et c'est tout. Fils d'Africa et Immigration Men, c'est deux spectacles qui sont totalement indissociables. Parce que c'est l'un qui vient avant l'autre. L'histoire de Fils d'Africa parle des valeurs africaines que nous avons chez nous. Et il soulève en même temps le contraste qui voudrait que l'Africain qui vit dans son continent, qui vit sur sa terre, veuille aller à l'extérieur au risque même de sa vie, au péril de sa vie. Donc justement, on parle de la façon dont les Africains nous sommes éduqués, le respect que nous avons pour les anciens. Ce n'est pas des choses qui existent forcément partout, mais c'est des choses qui sont vraiment essentielles chez nous. Donc on parle de ça, et bien sûr c'est très drôle comme spectacle. On parle aussi de la stigmatisation facile qu'on fait en Afrique lorsqu'il y a une épidémie. Et Fils d'Africa a été écrit au moment de la crise d'Ebola. Donc c'est très intéressant comme sketch. C'est le sketch même phare même de ce spectacle pour moi. Et Immigration Men vient juste derrière pour essayer d'expliquer les raisons pas très fondées que les gens ont pour aller traverser le désert, sauter dans la mer Méditerranée pour essayer d'arriver en Europe et essayer de se faire une vie, une place au soleil, comme on dit. Mais il se trouve que les raisons ne sont pas très fondées. C'est genre, c'est la ruée vers l'or. On se dit que ouais, là-bas c'est un Eldorado, alors qu'il y a des Blancs même qui sont là-bas qui cherchent à venir en Afrique. Donc c'est d'expliquer en fait que les raisons déjà ne sont pas fondées. Mais après, le but de Immigration Men n'est pas de dire aux gens de ne pas aller ou d'y aller. C'est de montrer ce qu'on peut rencontrer comme difficulté sur la route et de dire que est-ce que ça vaut le coup. Après, c'est aux gens de répondre. Le style de l'humour, ça c'est très intéressant comme question. Comment je l'ai développé? Je vais vous dire directement, hein. Je l'ai développé avec le public. J'ai pas eu un maître qui m'a appris à faire du stand-up. J'ai eu des mentors en matière de théâtre. Par exemple, j'ai eu quelqu'un comme Souleymane Niaré qui est mon mentor numéro 1 au théâtre. Il m'a appris les fondements de la scène de manière très professionnelle. Et M. Keita, qui était à Sainte-Marie, là où j'ai étudié, qui m'a appris déjà la scène et tout. Mais j'ai commencé le théâtre depuis tout petit en Côte d'Ivoire quand on était dans les colonies de vacances parce que mon père disait que j'étais tout le temps seul dans mon coin. Mais finalement, je me suis tourné vers le stand-up au début des années 2000. J'étais étudiant en France. J'ai découvert que c'était intéressant de faire rire les gens. Et contrairement au théâtre, le théâtre, par exemple, quand les gens parlent aux acteurs, les gens du théâtre ne répondent pas. Mais au stand-up, si quelqu'un te parle, pendant que tu les fais rire, tu as le droit de répondre en le faisant rire lui d'abord. Pas en se moquant de lui jusqu'à l'insulter presque, non. En le faisant rire lui d'abord, qu'il passe une bonne soirée et que ça se passe bien. Donc j'ai développé ça avec le public. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris avec le public. Et bien sûr, il y avait quelqu'un comme Malik Kébé qui me disait « Attention, ici tu aurais dû faire comme ci et comme ça ». Quelqu'un qui me donnait des conseils vraiment en or. Malik Kébé et Adjaka Desek, que je salue. Donc je l'ai appris comme ça, vraiment avec le public, à la dure, à la dure. Parce que des fois, on a frappé des poteaux, on a frappé des grands poteaux. Tu balances d'une vanne, tu dis « Ça va prendre ?» Et c'est la nuit totale. Zéro bruit, zéro rire. Tu rentres à la maison comme si tu viens d'un décès, quoi. Ce que j'ai tiré comme leçon du Marrakech du Rire, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'humilité. L'humilité, pourquoi? Parce que j'ai cru que quand j'allais rencontrer Jamel Debbouze, et je m'attendais à quelqu'un qui allait arriver, tu sais, à la Michael Jackson, tu vois, hein, ou bien à la Mamadi Doumbouya, tu vois, genre en chef, tu vois. Mais non, il est arrivé comme n'importe qui, normal. Je suis d'accord avec vous, il y avait des gardes, il y avait du monde autour de lui, mais lui, il est arrivé, il a salué tout le monde, tous les vigiles, il a salué tout le monde. Et j'ai appris que c'est en essayant de se montrer le plus petit que possible que les gens vont t'élever en fait vers les cieux. Donc Jamel, j'ai beaucoup appris avec lui. Le peu de temps qu'on s'est vu, on n'a pas passé non plus des journées ensemble, d'accord. Mais le peu que j'ai vu sur lui, c'était vraiment énorme. Et je me suis dit qu'on a beaucoup de travail à faire pour atteindre le niveau du Marrakech du Rire en termes d'organisation de spectacles, en termes d'organisation de festivals. Et quand j'ai su que le Marrakech du Rire n'était même pas le plus grand festival du Maroc, je me suis dit on a encore beaucoup plus de boulot et je pense qu'on y arrivera en prenant les leçons que nous voyons dans ce qui se passe dans ces pays où la culture est vraiment développée. Tous les spectacles que j'ai eu à jouer, il y en a eu 6 en solo et 2 en duo, donc ce qui fait 8. C'est des sujets qui étaient assez différents. Et ce que je voulais dans l'écriture, c'était que ça laisse un message.
je suis de la génération des gens qui ont écouté le rap conscient, tu vois, les gars quand ils rappaient, tu vois, la sueur est là, le gars il rappe, tu vois. C'est pas comme ceux de maintenant qui disent c'est bon, po, et puis il a fini de rapper. Non, c'était du rap où il y avait du texte, où il y avait de l'engagement, que ce soit social ou quand il s'attaque aux politiques, tu vois. Mon humour a été vraiment impacté. On a voulu développer l'humour conscient. À la place du rap conscient, c'est l'humour conscient, c'est de pouvoir faire rire utilement. Pas faire rire juste pour faire des grimaces. Tout le monde fait des grimaces. Un enfant de 3 ans fait des grimaces. Et il fait rire les gens. Mais on a voulu apporter, en plus des grimaces, des messages. Par exemple, le premier spectacle solo parle, c'est vrai, du mariage à la guinéenne, mais surtout du clivage ethnique. Parce qu'il faut savoir que moi, je me suis marié à quelqu'un qui n'est pas forcément de mon ethnie. Et qui n'est, enfin, même pas qui n'est pas forcément, qui n'est pas du tout de mon ethnie. Donc, c'est de parler du clivage ethnique déjà et de montrer que l'ethnocentrisme ne nous mène nulle part. Après, tu as des spectacles comme Fils d'Africa qui parlent de l'identité africaine pour rappeler aux gens que c'est vrai, nous regardons des films qui viennent d'autres pays, mais il ne faut pas se laisser non plus influencer parce que nous voyons ailleurs pour essayer de le ramener dans notre propre vie. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas néfaste à notre culture, ce n'est pas grave. Mais prenons ce que nous voyons chez les autres de positif et ramenons-les chez nous pour augmenter sur ce que nous avons déjà. Parce qu'en Afrique, on a énormément de choses que les gens viennent prendre et qui ramènent dans leur pays. Donc pourquoi nous, on va délaisser nos trucs et tout? On a énormément de coutumes et d'us qui sont là, que nous avons juste à suivre. Et Immigration Men, c'est justement de mettre le doigt sur la plaie. Parce qu'à un moment donné, au moment où Immigration Men avait été écrit en 2018, en 2019, pardon, en Guinée, on était les premiers, première puissance mondiale dans le domaine de la migration irrégulière. Même les Nigériens étaient de l'amusement devant nous. Donc pour une fois qu'on était première puissance mondiale de quelque chose dans le monde, de la migration irrégulière, il fallait forcément mettre le doigt sur la plaie. Le plus grand humoriste du monde, malheureusement, n'est pas un Guinéen pour moi. C'est un Franco-Camerounais. Pour moi, c'est Dieudonné. Dieudonné Mbalambala, parce que c'est quelqu'un qui sait écrire, qui sait jouer. Et lorsqu'il joue, il combat un système. Tu vois, et c'est un noir qui est en train de combattre un gros système qui essaie de l'empêcher d'avancer et il continue à avancer. Pour moi, c'est plus qu'un résistant, c'est un héros. Après, je ne sais pas comment il est dans sa vie personnelle, mais ce que je vois de ses spectacles, c'est ce que je juge et je trouve qu'il est vraiment très courageux. J'ai assisté récemment à l'Assemblée générale des humoristes de Guinée, où c'est la 3e édition, hein, et il y avait, comme d'habitude, comme dans toutes les éditions, il y a beaucoup de jeunes humoristes guinéens qui sont là. En fait, c'est les plus nombreux. Les anciens sont moins nombreux, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du beau volume. Il y a vraiment de l'espoir. Parce que non seulement il y a des jeunes qui ont du talent, mais il y a des jeunes femmes qui ont du talent qui sont en train d'arriver. Et ça, c'est intéressant parce que dans l'ancienne génération, on n'en a pas eu des masses. On a eu une seule qui a fait un spectacle solo et après qui est reparti vers le théâtre. Donc on a besoin de personnes qui vont rester dans l'humour et tout. Et si je dois citer 3 qui font vraiment du bon boulot pour l'instant, ben je citerai ceux qui, dans la nouvelle génération, ont fait déjà un spectacle solo. Et je citerai Tierno Mamou, parce que c'est quelqu'un qui est capable de faire rire. Ça, c'est évident. Et en plus, d'imiter des voix de personnes qu'on connaît. Donc, c'est un plus pour lui, parce qu'être en même temps un imitateur, c'est pas facile. Mais quand tu arrives à le faire, c'est un plus vraiment dans le domaine de l'humour. Après, il y a Rigel Gandhi aussi qui fait de bonnes choses, parce qu'il a dirigé un concours qui était passé sur une télé de la place avec plein d'humoristes et il a fait un spectacle solo vraiment qui a plu aux gens. Moi, j'ai beaucoup apprécié et vu que c'est des gens avec lesquels j'ai travaillé auparavant, je me dis que c'est vraiment une bonne chose. Et récemment, là, un certain Gawa Compétent, vous entendrez tous ces noms-là bientôt, hein, vraiment. Gawa Compétent, c'est quelqu'un qui va faire son chemin aussi, son petit chemin de pèlerin dans le domaine de l'humour. T'as vu l'émotion qui est comme ça là? L'émoticône qui a les 2 mains sur la tête là. Je l'adore. Parce que ça symbolise même, ça symbolise l'Africain quoi. Ouais! Yeah! Ouais! Yeah. Tu vois, en fait, il y a le Woyayo qui vient en même temps derrière, tu vois. Woyayo, tu vois, tout de suite. C'est celui-là qui me plaît beaucoup, je l'adore. Donc quand j'ai envie de rigoler, je mets celui-là. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, il n'est pas proposé, sinon je l'aurais mis partout.
Je vais vous dire la vérité, ils sont tous ennuyeux. D'ailleurs, ils sont les raisons pour lesquelles j'écris. C'est parce que grâce à eux, j'ai beaucoup d'inspiration. Et j'ai créé beaucoup de personnages dérivés d'eux ou carrément inspirés d'eux. Donc, s'il devait y avoir un film qui allait peut-être retenir mon attention, dans le domaine comédie, Dadis aurait été imbattable, ok? Mais si par exemple on a envie de faire un super film digne d'un film de Hollywood, je pense que le personnage politique qu'on devrait choisir, c'est le personnage le plus controversé de l'histoire de la Guinée. Quelqu'un qui est soit complètement détesté par les gens, soit complètement adulé par les gens. Sékou Touré. Le Lafidi, avec un peu de poulet dessus. J'aime beaucoup le poulet. Bon, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, mais je pense que celui-là, il est spécial. C'était dans mon 3e spectacle solo, qui s'appelait Censuré. Bon, c'est un spectacle qui parle de sexe, mais de manière censurée. Et c'est une famille qui est assise devant la télévision, et ça nous est tous arrivé. Et au moment où, dans un film de Jean-Claude Van Damme, il frappe n'importe comment, à un moment donné, il attrape une fille, et puis, paf, il commence à faire des jeux de grandes personnes. Toi, tu es assis avec ton papa et ta maman et ton frère, ta soeur, tout le monde est là. Tout le monde a vécu ça. Maintenant, le papa, il est calé. Premier réflexe, la télécommande. Le problème, c'est que mon grand frère qui savait, lui, il avait déjà vu le film, il savait que la partie allait arriver. En ce moment-là, c'est fait avancer, bien faire, retourner, bien stopper. Mon grand frère a caché la télécommande. Mon père commence à acheter la télécommande. Ouais, la télécommande! Et lorsque mon frère finit par lui donner la télécommande sous le coup de torture, il va appuyer, ça ne marche pas. Parce qu'il y a le deuxième complice de mon frère, le premier complice de mon frère, qui a pris les piles, il l'a caché. Ça, c'est moi. Mon père dit, qui a pris les piles? C'est encore toi. Donc, au moment où il récupère les piles, il réussit à mettre les piles. Au moins, il éteint. Au moment où on éteint, en fait, bon, les gens étaient morts de rire, bien sûr. Au moment où ça s'éteint, il y a comment on appelle, la salle qui commence à éclater de rire et bien sûr, qui commence à scander mon nom pendant quasiment 1 minute. Et c'était bien, mais c'était gênant. Donc, moi, ça me faisait rire au départ, mais après, c'était devenu gênant. Donc, ouais, c'était un moment intéressant. On a passé un bon moment. Ce spectacle-là est vraiment, vraiment... Les gens sont vicieux, hein. Le spectacle a eu du succès, hein. J'ai l'embarras du choix entre 2 personnes. J'ai envie de dire, pour ce que je fais, j'ai envie de dire Charlie Chaplin. C'est lui qui a fait que le cinéma est ce qu'il est aujourd'hui. Le premier à avoir fait un film, un long métrage, Charlie Chaplin. Le premier à avoir fait un film de plus d'1 heure de temps, Charlie Chaplin. Le premier à être devenu riche grâce au cinéma dans l'histoire du cinéma, Charlie Chaplin. En plus, il a inspiré Michael Jackson, qui est mon 2e personnage préféré. Donc, Michael Jackson, pourquoi Michael Jackson? Ça n'a rien à voir avec l'humour. Il était fan d'humour. Le chapeau de Michael Jackson s'est inspiré de Charlie Chaplin. Donc, Charlie a eu un impact sur lui. Mais Michael Jackson, pourquoi? Pour son niveau d'exigence dans ce qu'il fait. C'est le dépassement de soi. Il veut se dépasser à chaque fois qu'il fait quelque chose. Et c'était le cas de Charlie Chaplin, bien sûr. Avant, c'était les films de 15-20 minutes, mais Charlie Chaplin a voulu amener un film de 1h30. À l'époque, les gens trouvaient insensé de s'asseoir au cinéma pour 1h30. Mais aujourd'hui, on voit des films de 3 heures de temps. Charlie Chaplin. Et le niveau d'exigence, je l'ai en moi à cause de ces 2 personnages, parce que lorsque je monte sur scène, je veux faire en sorte que les gens vivent le meilleur moment de leur vie en matière d'humour. Je ne fais pas de spectacle, j'ai des rendez-vous avec l'histoire. C'est très important de se mettre la barre très haute. Comme ça, au moins, même si vous ratez la barre, les gens ne se rendront pas compte de ça. Pour eux, vous aurez réussi. Il y a une situation qui me vient en tête. Alors, je vous explique ça. Je suis dans un spectacle. Mon père et ma mère sont assis au premier rang. Je vous explique quelque chose qui s'est passé. Je demande à la salle. C'est un moment embarrassant, hein? Je demande à la salle. Tous ceux qui ont des enfants, applaudissez. Il y a des enfants par applaudissement. Donc les gens sont censés applaudir. Les gens applaudissent, ceux qui ont des enfants applaudissent. Et mon père et ma mère n'applaudissent pas. J'ai regardé mon père. J'ai dit, mais papa, applaudis. Papa, applaudis. Mon père n'applaudit toujours pas. J'ai demandé aux gens, il dit, les gars, arrêtez d'applaudir d'abord. Je suis en train de demander à ceux qui ont des enfants d'applaudir. Mon père n'applaudit pas. Qu'est-ce qu'il essaie de me dire là devant vous? Pourquoi il choisit maintenant pour voir? Il veut me dire quoi? Pourquoi il veut me parler à l'heure là? Il ne peut pas attendre, on va arriver à la maison pour dire petit, j'ai une nouvelle à te donner. Tu vois? Mais pas là devant les gens. Donc,
Cette partie-là, lorsque j'ai expliqué aux gens ce qui se passait, ils se sont mis à rire. Mais dans la vidéo, c'est clair, je ne suis pas en train de rire, je suis en train de me demander qu'est-ce que mon père veut me dire. Et après, je lui ai demandé à la fin du spectacle, c'était quoi tu voulais me dire? Il dit non, rien, c'est juste que j'étais fatigué. Il dit, faut plus faire ça, faut plus faire ça, faut plus être fatigué. Est-ce que tu sais qu'est-ce que j'ai pensé? Je me demandais, mais finalement, je ressemble à qui, hein? C'était un moment très spécial et bon, non, c'est vraiment mon père, quoi. Le mot de la fin, pour moi, c'est déjà par rapport à l'humour guinéen. J'ai plusieurs mots de fin. L'humour guinéen, c'est quelque chose que il faut que ce soit un combat que l'on mène pour faire rire les gens de manière utile. Ça, c'est vraiment très important chez moi. Et je demande à tous ceux qui aiment l'humour de venir pousser l'humour guinéen en avant parce que nous manquons beaucoup de visibilité, malheureusement. Et pourtant, nous faisons énormément d'efforts dans le domaine de la production de nos spectacles et nous faisons de très bons résultats. Parce que nous, ce qui est bien dans l'humour, c'est que si les gens n'aiment pas, vous le savez. S'ils ne rient pas, c'est qu'ils n'aiment pas. Mais s'ils rigolent et qu'ils se marrent et qu'ils sautent par terre, que certains même courent dans la salle, c'est que ouais, il y a quelque chose qui a marché. Mais si, par exemple, c'est un spectacle dramatique, on ne saura pas s'ils ont aimé ou pas. Mais dans l'humour, ça ne ment pas. C'est là, c'est tout de suite, c'est dès que. Et je demande aussi à vous, les médias, de continuer à mettre la lumière sur les artistes. On en a besoin. Parce que sans vous, tout ce qu'on fait ne peut pas être relayé. Donc merci à vous et